Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va discuter vraiment en profondeur de la rémunération des IOBSP. C'est un sujet à la fois technique et stratégique, vous voyez, avec toute la réglementation et l'évolution historique qui l'entoure. C'est vrai, c'est un sujet complexe. Alors, par où commencer? Alors, pour commencer, l'IOBSP, ou intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, 1. Se définit essentiellement par son rôle de pont entre le client et les établissements financiers. Il agit Right. contre rémunération, que ce soit par commission, honoraire ou autres avantages économiques, et ce cadre légal est fixé dans le Code monétaire et financier. Vous savez, c'est intéressant car il distingue même plusieurs catégories d'IOBSP, non? Exactement. On a notamment les courtiers qui agissent sur mandat du client et les mandataires, exclusifs ou non exclusifs, qui, eux, sont liés à un ou plusieurs établissements bancaires. Les distinctions sont cruciales parce que ça impacte directement le mode de rémunération, vous Yeah. voyez. Donc, en gros, le courtier peut facturer des honoraires directement au client, alors que le mandataire est rémunéré exclusivement par la banque, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour le courtier, il y a souvent une double source. D'une part, les honoraires facturés aux clients et d'autre part, les commissions versées par les établissements partenaires. Tandis que les mandataires, qu'ils soient exclusifs ou non, ne peuvent en principe pas toucher d'argent directement du client. Leur rémunération se fait exclusivement via des commissions bancaires. Ah ah. Et ce mécanisme est encadré par plein de réglementations, n'est-ce pas? Absolument. On voit par exemple le fameux principe aucun versement avant l'obtention du prêt, qui vient de la loi MURCEF et se retrouve dans le Code de la consommation, notamment aux articles L 322.2 et L 314.1. Ce principe interdit à tout courtier d'exiger un paiement avant que le prêt ne soit effectivement débloqué par la banque. C'est une mesure de protection majeure pour l'emprunteur, pour éviter des abus. Donc, ça veut dire que si je passe par un courtier, je ne paierai rien avant que mon prêt ne soit enfin débloqué. Exactement. Et cette règle, on la retrouve aussi dans le mandat qui doit être signé avant toute démarche commerciale. Ce mandat précise le montant ou le mode de calcul des honoraires et il est indispensable pour garantir la transparence et la traçabilité de l'information fournie aux clients. À propos de transparence, il y a aussi l'obligation d'informer, avant la conclusion d'un contrat, de la nature et du montant des commissions perçues, non? Oui, c'est fondamental. L'IOBSP doit, par exemple, détailler dans la FIS, la fiche d'information standardisée européenne, l'existence, la nature et le mode de calcul de la commission. L'objectif, c'est que le client sache qui paie qui et pour quelle prestation. C'est un gage de Mhm. transparence et surtout un moyen de prévenir les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts. C'est un aspect très sensible, surtout quand l'intermédiaire cumule des rémunérations de sources différentes, n'est-ce pas? Exactement. Pour le courtier, par exemple, la coexistence d'honoraires et de commissions pose un risque. Il pourrait être tenté de recommander un produit uniquement parce qu'il perçoit une commission plus élevée, même si ce n'est pas le meilleur pour le client. C'est pourquoi la réglementation insiste sur le fait que la rémunération ne doit en aucun cas compromettre l'intérêt du client. Donc, en d'autres termes, l'IOBSP doit toujours, agir de manière honnête, équitable, transparente et professionnelle. C'est presque comme une clause de bonne conduite, non? Oui, c'est exactement ça. L'article L 519.4.1 du CMF impose à l'IOBSP de se comporter de manière honorable et, surtout, de placer l'intérêt du client avant tout. C'est la pierre angulaire de toute cette Right? réglementation. Et puis, historiquement, tout a évolué depuis les premières lois Scrivener jusqu'à la loi Lagarde, qui a officialisé le statut d'IOBSP, n'est-ce pas? Précisément, dans les années 1970, avant même que l'IOBSP ne soit formellement reconnu, il y avait peu de réglementation. Les lois Scrivener I et II ont posé les premiers jalons en matière d'information pour protéger l'emprunteur. Ensuite, la loi Nyertz, en 1989, a ajouté des mesures pour prévenir le surendettement. Puis, avec la loi Murceuf et, plus tard, la loi Lagarde en 2010, le cadre réglementaire s'est durci pour encadrer précisément la pratique des IOBSP. C'est impressionnant de voir combien la réglementation a évolué.
Tout est de plus en plus orienté vers la protection du client et la transparence. Oui, et puis avec la transposition des directives européennes, notamment la DCI-MCD, ces obligations se sont non seulement renforcées, mais homogénéisées sur tout le continent. On parle d'un conseil indépendant également, qui est rémunéré exclusivement par le client, afin d'éviter toute influence des commissions sur le conseil fourni. Donc, pour un conseil indépendant, ce qui est important, c'est que le conseiller ne touche aucune commission de la part des banques. Il est payé uniquement par le client, ce qui garantit son objectivité. Exactement. Ce mode de rémunération, bien que souvent plus coûteux pour le client, offre une sécurité supplémentaire en termes d'impartialité. Le client sait que le conseil vient uniquement d'un service rémunéré directement, et ça, c'est rassurant. Mais en réalité, la plupart des intermédiaires ne proposent pas ce type de conseil indépendant, n'est-ce pas? C'est vrai. La majorité des IOBSP, qu'ils soient courtiers ou mandataires, exercent généralement un conseil non indépendant et cumulent des commissions de banque. C'est pourquoi, malgré tout, la réglementation insiste sur une transparence totale. Le client doit être informé dans les moindres détails sur les différentes sources de rémunération et sur les éventuels conflits d'intérêts. Maintenant, parlons un peu de la mise en œuvre opérationnelle de tout ça. Comment les IOBSP peuvent-ils s'assurer qu'ils respectent bien toutes ces obligations? Ils doivent mettre en place des dispositifs de contrôle interne très rigoureux. C'est un point essentiel, la mise en place de checklists pour la vérification des mandats, l'archivage des documents comme les fees et la tenue d'un registre précis des commissions et honoraires perçus. Cela permet de garantir la traçabilité et d'être prêt lors d'un contrôle par l'ACPR ou la DGCCRF. Et ça passe aussi par une formation continue des collaborateurs, n'est-ce pas? Exactement. La formation continue, d'environ 7 heures annuelles, est obligatoire pour ces professionnels. Elle permet de se tenir au courant des évolutions réglementaires et de s'assurer que chaque membre comprend et applique correctement ces règles. La formation, c'est aussi un moyen de prévenir les erreurs ou les manquements qui pourraient coûter cher en termes de sanctions administratives ou même pénales. Il faut dire que les contrôles des autorités comme l'ACPR et la DGCCRF sont assez sévères. En effet, et c'est pour cause. Nous parlons ici d'un sujet qui touche à la confiance des consommateurs dans le secteur financier. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions très lourdes, notamment des amendes, des interdictions d'exercice, voire des poursuites pénales dans les cas les plus graves. D'où l'importance capitale d'une mise en œuvre opérationnelle irréprochable. Donc, pour résumer, on a un cadre de rémunération complexe réparti selon le statut: courtier, mandataire exclusif, mandataire non exclusif et même mandataire d'IOBSP, qui repose sur des sources de rémunération différentes et des règles de transparence strictes. Oui, c'est ça. Chaque modèle a ses propres spécificités. Le courtier, par exemple, cumule potentiellement honoraires aux clients et commissions bancaires, tandis que le mandataire se contente de commissions versées par les établissements bancaires. Et pour chacun, des règles comme aucun versement avant le prêt protègent l'emprunteur. Et tout cela est mis en perspective avec une formation continue, un contrôle interne et une documentation rigoureuse pour assurer une conformité totale. Cela doit vraiment renforcer la confiance du client dans l'intermédiaire. Exactement. En plus de la rigueur de la réglementation, cette approche opérationnelle permet aux IOBSP de transformer ces exigences en un atout commercial. Une transparence totale, une information claire dès le premier contact et une gestion impeccable des dossiers permettent de créer une relation de confiance durable entre l'intermédiaire et le client. C'est vraiment fascinant de voir comment un dossier qui paraît très technique se transforme en véritable levier de performance et d'éthique professionnelle. Oui, et ça, c'est essentiel, parce que finalement, la rémunération des IOBSP, c'est bien plus qu'un simple mécanisme économique. C'est la garantie que l'intermédiaire agit dans le meilleur intérêt du client, en assurant que toute sa rémunération, qu'elle provienne du client ou des banques, soit totalement transparente et surtout sans influence indue sur le conseil qui est dispensé. En somme, le sujet nous rappelle que derrière chaque règle et chaque contrôle, il y a avant tout la protection du consommateur et la nécessité de bâtir une confiance durable dans le système financier. Exactement.
Et c'est pour cela que l'ensemble du dispositif, les lois, la réglementation, la formation et les contrôles internes visent à assurer cette transparence et cette conformité. C'est un cadre légal qui s'est raffiné au fil des décennies pour répondre aux défis d'un marché financier en constante évolution. Merci pour ces explications détaillées. C'est un beau rappel de l'importance d'une approche à la fois rigoureuse et transparente pour les professionnels du secteur. Merci à vous. J'espère que cette conversation vous a permis de mieux appréhender la complexité et, en même temps, l'importance cruciale de la rémunération des IOBSP, tant pour la protection du client que pour l'excellence professionnelle dans le secteur financier.